Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro sportif, Week-end Sport, comme chaque veille de week-end, tous les jeudis soirs, où nous allons dérouler avec vous toutes les activités et compétitions qui vont se jouer ce week-end, que ce soit en Algérie ou pour nos sélections et clubs hors de nos frontières. On va parler bien sûr de Ligue 1, de Ligue 2 et de toutes les compétitions en salle, que ce soit le basketball, le volleyball ou le handball. Il y aura également du foot féminin cette semaine. Mais avant de vous présenter tout ce qui va se passer ce week-end, hier, il y a eu, elle était très attendue, une réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football où certaines décisions ont été prises. On va en parler dans quelques instants, mais pour justement passer cette petite heure avec moi et avec vous, bien sûr, toute l'équipe de Week-end Sport est avec moi, avec Ahmed Alibi qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Riyad, et d'abord ravi de vous rejoindre et de retrouver toute l'équipe. Toujours ravi également, et il est certainement encore plus ravi. Djilali Touzi est avec nous, le consultant foot de l'émission. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous espérons passer une heure ensemble. Inch'Allah. En face de vous, Fatah Abada, comme chaque semaine, est avec nous. Bonsoir Fatah. Bonsoir Riyad, bonsoir mes amis, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et puis Badro, Abel Hadjouja est avec nous. Bonsoir Badro, merci d'être là ce soir. Bonsoir Fatah. Ce soir, je suis doublement content. D'abord, content de me retrouver avec mon équipe, avec mes amis, et aussi et surtout content de retrouver nos téléspectateurs comme chaque jeudi. Comme nous le sommes tous, je vous le disais, en préambule, nous allons commencer par cette réunion du bureau fédéral qui s'est déroulée hier au niveau de la FAF. Fatah, on va revenir sur certaines décisions importantes qui ont été communiquées juste après la réunion. Absolument Riyad, et qui mieux que le chargé de cette Ligue nationale de football, Monsieur Amin Mslouk. Vous me direz Riyad, si nous avons Amin Mslouk avec nous. On m'a confirmé qu'il est avec nous en direct. D'accord, donc très bien. Bonsoir Président, merci de nous consacrer ce temps et puis de nous donner l'exclusivité pour la télévision algérienne et pour Canal Algérie. Bonsoir Fatah, bonsoir cher ami de Canal Algérie. Président, pour ne pas trop vous retenir, il y a eu hier le bureau fédéral, une réunion du bureau fédéral. Dites-nous un peu, c'est-à-dire pour nous mettre à l'image, quelles sont les décisions les plus importantes, enfin de quoi ça a discuté et les choses les plus importantes qui ont été discutées. Donc, comme vous avez dit, hier il y avait le bureau fédéral, il y avait plusieurs points concernant les ligues. Notamment la Ligue 1, on a parlé de la programmation, le reste du championnat et aussi tout ce qui reste comme match pour la Coupe d'Algérie. Donc on a mis le point sur les prochains mois qui arrivent pour essayer un peu de respecter nos engagements. Donc comme vous savez, on a mis une date finale pour la fin du championnat le mois de juin, le début de juin. Et on va essayer avec une grande collaboration aussi des clubs, à leur tête leur président, ainsi que toutes les parties concernées. Président, donc il y a eu une discussion à propos du volet arbitrage. C'est-à-dire que vous avez vu qu'il y a eu quand même certaines petites défaillances et tout. Quelles ont été les instructions du bureau fédéral pour la commission d'arbitrage, les instructions du président de la FAF, de vous-même, pour la commission d'arbitrage? Alors les orientations étaient claires. Comme vous avez entendu hier, le président a mis l'accent sur ce sujet. Donc on a demandé aux responsables de l'arbitrage de mettre l'accent et d'être plus vigilants sur la phase retour, surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des clubs qui jouent la relégation et d'autres qui jouent le titre pour être plus sévères et plus attentifs, et éviter les erreurs faites à la phase d'aller. Et donc, Président, vous avez aussi parlé de l'histoire de la VAR. On parle de l'installation de la VAR à partir de la saison prochaine pour le championnat national. Mais est-ce que vous confirmez que pour la Coupe d'Algérie aussi, il y aura la VAR? En tout cas, il y a une grande volonté de la part de la fédération pour essayer au moins pour cette année d'installer la VAR pour le quart et le demi et la finale de la Coupe d'Algérie.
Comme ça, permettre un peu d'éviter les erreurs parce que la VAR, vous savez, c'est un outil très important pour élever le niveau de l'arbitrage. Très bien. Et quand c'est qu'on pourra avoir le plaisir d'avoir le président avec nous sur le plateau, Monsieur Amine? Eh bien, avec plaisir, cher Fatah, dans les prochaines émissions, j'y serai, Inch'Allah, et avec un grand plaisir toujours. Voilà, donc l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Président, de nous avoir consacré tout ce temps. Donc voilà, Riyad, le Président nous a répondu sur tout le questionnement du grand public, du moins les choses les plus importantes. Merci, Président. Voilà, il est parti, vous avez entendu, on le remercie. C'est une exclusivité, sur Canal Algérie. Et puis, autre exclu, c'est la première fois sur l'antenne qu'on entend la VAR l'année prochaine et la VAR en finale de Coupe d'Algérie. Absolument. Quart de finale. À partir des quarts de finale. À partir des quarts de finale. Car, vous vous rappelez, la saison passée, il y a eu lors des matchs des demi-finales, si je me rappelle bien, il y a eu c'était d'ailleurs Mustafa Gharbel qui était arbitre. Il y a eu quand même trop de parlotte à propos de ça. Je pense que le bureau fédéral a décidé d'éviter tout ça. À partir des quarts, il y aura la VAR, les quarts, les demi et la finale. Et ça, comme vous l'avez bien précisé, Riyad, c'est une exclusivité pour Canal Algérie. Exclusivité, messieurs, ce qui ressort, on vient de l'entendre avec Amine Mesloug, c'est pas rien, c'est une grande avancée en ce qui concerne le football local d'instaurer et de prendre cette courageuse décision parce que ça a été difficile d'installer et c'est très courageux de prendre enfin cette décision. Oui, je pense que ça va donner une bouffée d'oxygène parce que quand on voit le niveau de l'arbitrage, on peut se dire quelque part que c'est vrai que l'erreur est humaine, mais quand je reviens à l'image entre l'arbitre qui a arbitré le CSC contre le Mouloudia au 5 juillet, quand on voit l'image de Bleli à travers cet arbitre, c'est vrai qu'il peut se tromper, mais il y a des moments où l'arbitre, d'ailleurs, M. Mesloug, c'est ça? Mesloug, il a mis le doigt sur... il a dit que les arbitres doivent mettre de l'accent, doivent s'imposer, parce que quand on a une personnalité, on est là pour assurer la réglementation. Je pense que ce qui s'est passé lors du match Mouloudia-CSC, pour l'arbitrage, pour Bleli, parce que moi je dis une chose, quel que soit le statut d'un joueur, la réglementation elle est au-dessus. Donc, et M. Mesloug a parlé aussi de gestion de la phase retour, qui est très importante, parce que là, ça devient très difficile, très compliqué pour les équipes qui jouent le tableau, pour les équipes qui jouent la relégation. Et puis, il y a la Coupe d'Algérie, il y a le foot féminin. Donc tout cela, c'est un véritable chantier qui attend les membres du bureau fédéral ainsi que les différentes ligues. Avant de faire le tour de table, Fatah, j'allais revenir vers vous à propos de tout ce qui s'est dit dans cette réunion. Il y a beaucoup de décisions importantes justement pour finir la deuxième partie du championnat. Quand on sait que c'est le premier exercice de cette nouvelle équipe. C'est la première saison de cette nouvelle équipe. Les bons esprits se rencontrent. J'allais vous parler de ça justement. Il ne faut pas que les gens oublient que cette équipe fédérale a pris le train en marche. Ils ont pris le bureau, c'est-à-dire ils ont hérité d'une situation. Et M. Amine Mesloug et toute son équipe, moi je leur tire chapeau pour la simple raison, on est quand même à la mi-février. Ils n'héritent pas que de la FAF, ils héritent de la FAF et de la Ligue. Exactement, voilà, c'est bien pensé, c'est à ça que je pensais. Ça a été apeuré, il n'y a pas de match en retard, mis à part certaines situations où ils étaient obligés, mais il faut dire que tout est pris en charge. Pour la phase aller, après la fin de la 15e journée, il y a eu seulement 2 jours de mise à jour et on a terminé la 15e journée. Il y a eu juste 2 matchs pour purger la phase aller. Et c'est très difficile, Riyad, de gérer ça et gérer en même temps les clubs qui jouent les compétitions africaines et insérer la Coupe d'Algérie au milieu. Ce n'est pas facile pour une équipe qui n'a pas fait de programmation, c'est-à-dire qui a débarqué 2 mois après le début du championnat. C'est pour ça que je tiens à saluer M. Amine Mesloug et toute son équipe, bien sûr tout le bureau fédéral, pour cette excellente gestion. Il faut savoir dire bravo à celui qui a fait du bon boulot. Ah oui, on dit bravo. Et puis aussi l'excellente collaboration avec la télévision algérienne, parce qu'ils essayent de ne pas être en retard, de
contenter tous les clubs, parce que il faut le dire, chaque club se plaint, pourquoi moi je joue à 16h, pourquoi moi je joue à 18h, pourquoi moi je joue dimanche et je joue pas vendredi. Je sais que vous allez rebondir sur ça. Non, une autre particularité, Riyad, qui ne se faisait pas avant. Monsieur Amin Meslouk, il fait la programmation quand il s'agit de matchs de retard, il fait ça en concertation avec les présidents de clubs. Mouloudia, par exemple les clubs algérois. Ce n'est pas possible que 4 clubs reçoivent en même temps. Et avec la télévision algérienne, comme tous les championnats professionnels. Tout à fait. C'est-à-dire pour assurer au grand public les meilleures affiches et que tout le monde soit bien desservi par les caméras. Oui, Djilali. Je pense qu'il faut vraiment leur rendre hommage à cette équipe, que ce soit au niveau de la Ligue ou de la Fédération. C'est des gens qui sont en train de mettre de l'ordre. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de palabres la saison passée, surtout concernant la programmation. On est resté jusqu'au mois de juillet. Je pense que c'est des décisions courageuses, des décisions importantes par rapport que ce soit à l'arbitrage aussi. Il ne faut pas oublier que la phase retour, ça va être difficile, que ça va être vraiment, que ce soit pour les équipes qui jouent les premiers la relégation ou les premiers rangs. L'arbitrage est vraiment déterminant dans cette phase. Il ne faut pas oublier aussi que le VAR, il faut se mettre au diapason comme tous les championnats au monde. Donc, c'est des choses très importantes. Il y a une chose qu'il faut rendre à César, ce qui appartient à César, c'est que cette équipe-là, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune équipe qui s'est plainte de la programmation. C'est vrai, tout le monde aimé sur un même pied d'égalité. Et bravo et chapeau à cette équipe. Non, moi je rajouterais que quand il y a volonté de bien faire, écoutez, moi, je rebondis par exemple sur le VAR là. Il ne faut pas oublier que c'est coûteux. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des aménagements sur certains stades pour installer. C'est obligé. Ils sont obligés, donc c'est coûteux sur le plan financier. On fera peut-être une émission spéciale sur comment on va mettre à niveau les stades pour la VAR. Ce n'est pas évident. C'est une opération quand même. C'est une opération quand même grandiose, si vous voulez, sur le plan logistique et sur le plan financier aussi. Ça va coûter de l'argent, mais ça va aller vers l'équité et la justice. Ça veut dire, juste pour rebondir sur ce qu'il disait, nous avons l'avantage que nos réalisateurs, par exemple, je peux vous parler de... Je l'ai vécu, j'ai été là le jour où il y a eu les essais pour la VAR. J'étais avec Heikel Gesmi et Yazid Belkout, et c'est des gens qui ont été pionniers dans cette technique. C'est-à-dire que ça n'a pas été appliqué, mais Yazid Belkout, Heikel Gesmi et probablement d'autres ont été les premiers à être formés sur ça. On ne va pas tous les nommer, Yassine Sadat. Absolument, Yassine Sadat, Redouane Hadj Ahmed, tous. C'est-à-dire qu'ils ont été formés sur ça et ils maîtrisent totalement cette... Il suffit, comme le disait Badro, l'aménagement sur certains stades. Voilà. Ça va changer notre façon de commenter aussi, Ahmed Ali. Oui, quand il va y avoir un retour à la VAR et de vérifier certaines fautes. Ce qui est intéressant à souligner, Riyad, si vous me permettez, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas impliqué les présidents de clubs. Ça, c'est intéressant, il faut souligner. Ce qui veut dire que quand vous arrivez à sensibiliser les présidents de clubs, ils marchent avec vous. Voilà, et qu'on sorte de ce clanisme, mon club, ma région. Il faut qu'on soit tous unis pour élever justement le football national. On va terminer avec vous pour passer aux compétitions africaines. Tout ce qui est en train de se faire, ça va permettre à la progression et au développement de notre... C'était d'ailleurs les mots de Sadi, si je ne me trompe pas, quand il a pris ses fonctions. Il a dit « Je suis là pour... faire le ménage à la maison parce que ça ne va pas dans le football national, le travail est à l'intérieur. Encore quelque chose à rajouter? Non, c'était bon, j'allais rebondir sur ça, mais vous l'avez dit. Bon. Je lis dans vos pensées. Pas de souci. Alors, voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur la réunion du bureau fédéral et l'exclusivité de Canal Algérie avec celui qui est, entre guillemets, le responsable de la Ligue nationale de football auprès de la Fédération algérienne de football, Amin Meslouk, et on va rester dans le football et on va se projeter sur le continent avec les compétitions africaines. Jingle, compétition africaine. Alors, nos deux représentants ne sont plus sur le territoire national. Le CRB et l'USMA sont en Tanzanie et en Libye pour les compétitions de la Champions League et de l'UEFA. La présentation de ces deux matchs avec Saïd Fellak. Deuxième de son groupe, le CRB Luizdad effectuera un déplacement périlleux du côté de la Tanzanie pour y affronter la formation locale des Young Africans dans un match qui s'annonce serré et ouvert à tous les pronostics.
Les Belouizdadi qui restent sur un match nul 0 partout, concédé vendredi dernier au stade du 5 juillet devant le Ahli du Caire, devront absolument éviter la défaite lors de cette partie à Dar es Salaam pour maintenir intacte leur chance de qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines. L'ambition s'annonce compliquée devant une équipe tanzanienne avec laquelle le Chebeb partage cette deuxième place avec 5 points. Mais les camarades de Kedded semblent déterminés à revenir à la maison avec un bon résultat et pourquoi pas confirmer le résultat du match aller lorsque les Rouges et Blancs se sont imposés largement 3-0. Ce match sera arbitré par le Malien Boubou Traoré, assisté par son compatriote Modibo Samake et le Burkinabé Seydou Tiama. En Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger, tenant du titre, est déjà qualifié au tour suivant, abordera cette 5e journée sans pression avec un déplacement en Libye pour affronter le Hillel de Benrazi. Les Rouges et Noirs seront appelés toutefois à confirmer leur statut pour terminer cette phase de groupe à la première place, d'autant plus que ce match face à l'équipe libyenne se tiendra à huis clos. Le club usmiste qui occupe la tête du classement avec 10 points et 3 longueurs d'avance sur son poursuivant direct Futur FC traverse actuellement une période difficile, lui qui reste sur 3 revers en championnat de Ligue 1. Un sursaut d'orgueil est plus que primordial sous peine de voir l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido quitter déjà le navire 4 mois seulement après son arrivée. Et voilà, Garrido l'espagnol et Paqueta le lusophone qui eux ont des fortunes diverses. Silusma est d'ores et déjà tranquillement qualifié, on va en parler dans quelques instants. Le CRB lui n'a encore rien fait. C'est un match capital et déterminant pour la suite. Certes, un match nul pourra suffire, un point pourra suffire, mais il ne faudra surtout pas commettre l'erreur d'opter pour un schéma défensif où il faut attendre l'adversaire. On risque de payer cash, on risque de commettre des erreurs. Donc il faut d'emblée essayer d'accueillir cette équipe dans son camp. Par rapport à ce qu'elle a produit le CRB devant le Ahli, je pense qu'ils ont le potentiel, ils ont les éléments requis, ils ont des individualités, un potentiel, que ce soit défensivement, au milieu de terrain ou offensivement, pour qu'ils puissent ramener ne serait-ce qu'un point nul, un point du match nul, mais je pense que la victoire est à leur portée. À 2 journées de la fin, moi je pense que c'est le groupe le plus compliqué. C'est aussi simple que ça, personne n'est qualifié. Personne n'est qualifié, 6 points, 5 points, 4 points. C'est très difficile, il suffit qu'il y ait une défaite et une victoire et ça s'inverse. Donc rien n'est joué pour personne. Oui, je pense que Saïd Flag a bien utilisé le mot périlleux. Bon, il me semble que c'est des déplacements très périlleux. Djilali a parlé de Ali. Ali, c'est une page qui est derrière, donc, parce que demain, c'est un match qui s'avère très compliqué pour le CRB. Pour l'Ali Ahmed, je dirais, s'il réitère le même rendement que celui de l'Ali, oui, mais les conditions sont autres, Djilali. J'ai compris ce que vous voulez dire. Maintenant, pour ce match de demain, Riyad, ce qu'il faut faire côté CRB, c'est éviter de faire des erreurs défensives. Est-ce que, c'est une question, est-ce que les Youngs Africans sont aussi bons ou meilleurs que les finalistes face à l'USMA l'année dernière? Déjà, ils étaient très bons l'année dernière. Ils sont bons et demain contre le CRB, ils vont être très très motivés. Donc, ils savent qu'une victoire contre le CRB, ça va leur ouvrir les portes de la qualification vers les quarts de finale. Fatah a bien parlé en disant que rien n'est joué dans ce groupe. Donc, il y a 2 grands clubs en Tanzanie. Il y a les Young et il y a Simba qui entraîne Ben Chira. Il y a 2 grands clubs. Alors, le CRB, est-ce qu'il est aussi timide dans ce groupe? Quand je dis timide, ça veut dire qu'il n'est pas encore décisif, il ne survole pas son groupe. Est-ce que c'est parce qu'il est moins bon qu'il y a quelques années ou est-ce que parce qu'il y a le Ahli dans ce groupe? Non, on peut dire qu'il y a le Ahli, puis moi je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il est moins bon qu'il y a quelques années, parce que quand actuellement au CRB, il y a de la valeur individuelle. Et je pense que cette valeur individuelle, quand elle est mise dans le sens de la collectivité, ça peut ramener quelque chose. Maintenant, quand on voit le rendement de Ben Ayed, le défenseur, Ben Ayeda, pardon, on l'a commenté plusieurs matchs et il fait des erreurs
d'un gosse. J'allais vous dire, il vous a souvent déçu ces derniers matchs. Hein. Oui, mais il me déçoit parce qu'il a une certaine expérience. Et puis quand on le voit jouer, on sent qu'il joue alors que normalement, Il joue la facilité. absolument. D'ailleurs, la plupart des buts marqués par le CRB, il est à l'origine. Djilali? Si on revient au match du CRB, je dirais que cette équipe de Young Africans, c'est une équipe très technique. On l'a vu déjà la saison passée contre l'USMA, mais c'est une équipe qui manque de maturité et elle manque de métier dans le jeu. Contrairement à cette équipe du CRB qui dispose de joueurs d'expérience, la différence va être faite sur ce plan-là. Alors, il n'y a pas de... L'exploit est possible. Je rappelle qu'en finale aller, l'USMA a gagné En Tanzanie. à Dar es Salaam. Ils ont gagné, ils ont fait match nul au 5 juillet. Donc Non, ils c'est ont possible. perdu au 5 juillet. Ah oui, ils ont Ils ont perdu. perdu 1-0 au 5 juillet, ils avaient gagné 2-0. 2-0, voilà. Oui, non, mais Djilali a dit une chose intéressante, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai qu'elles étaient... Pourquoi l'USMA les a battus? C'était dans la maturité. Et je pense que depuis la saison passée, ils sont un petit peu plus matures. Peut-être qu'ils se sont même renforcés. Absolument. Et là le CRB devrait faire attention. Qu'est-ce qu'il ne faut pas répéter? Il ne faut pas répéter ce qui s'est passé face au Ahli dans le sens où on ne l'a pas mis dans les filets. On a tout fait. L'équipe du CRB a réalisé sa meilleure performance. Le seul attaquant en forme, il faut le dire, c'est Wamba. Et c'est lui qui a raté. Parce que Delfelo est blessé, je crois. Oui, mais c'est lui qui a raté rien. Il a raté 2 occasions nettes de scorer. Et là, il ne pourra pas se permettre ça à Dar es Salaam parce que l'action ne pourra pas se répéter à chaque fois. Lui, il est défenseur, il connaît. Une fois que tu es pris par un attaquant, tu n'auras pas une deuxième occasion pareille à mettre dans les filets. Donc c'est pour ça qu'il faudrait concrétiser, j'y arrive Djilali. Il faut concrétiser à chaque fois qu'on a l'occasion, mais je pense que Paqueta est déjà préparé pour ça. Pour compléter ce qu'a dit Fateh, c'est une équipe joueuse qui a cette faculté d'aller rapidement dans le camp adverse, mais qui laisse beaucoup d'espace derrière, de là où le CRB peut, voilà, exactement, là où le CRB peut profiter. Alors, est-ce que vous le voyez, le CRB, faire un résultat à Dar es Salaam? Mais il faut qu'ils aillent faire un résultat. S'ils veulent cette coupe, moi je ça pense commence par qu'il est gagner. condamné à faire un résultat. Maintenant, je reviens un peu sur le match de l'Ahli. Il ne faudrait pas oublier que l'Ahli était diminué de 6 joueurs. Oui. Et puis, moi j'ai vu le match, le Ahli a joué à l'économie. Je ne sais pas si les techniciens en football sont... L'économie, mais bonne gestion. Effectivement, une bonne gestion, sans précipitation et calmement. Et c'est plutôt le CRB qui a joué dans la précipitation. Parce que c'était un avis personnel. voulait marquer ça avec l'impératif. Effectivement. C'est impératif de Juste marquer. pour rajouter, l'Ahli même diminué, c'est l'Ahli. C'est une équipe qui a un effectif très étoffé, très riche, donc le Ahli s'adapte à toutes les situations. Oui, mais moi je ne crois pas à l'épouvantail. L'USMA, si elle avait dit j'ai le Ali en finale aux Émirats, je vais me faire manger, et finalement ils ont soulevé la coupe, donc il faut y croire. Ça fait sourire Djilali. Allez, on va passer à un autre match qui a une autre configuration. Alors, je vais vous faire une photographie du moment. L'USMA est qualifiée, 10 points, elle a décollé dans ce groupe, elle est déjà qualifiée pour les quarts, mais rien ne va plus à l'USMA à l'intérieur dans le championnat. Mais quelle est l'importance de ce match? Moi, je pense que l'importance, c'est une très bonne question parce que quand on voit ce qu'a donné comme prestation individuelle ou collective de l'USMA dans le championnat algérien, et cette équipe, je dirais tout simplement qu'elle a la tête dans le guidon. Mais c'est vrai, vous avez dit que c'est une équipe qui est déjà qualifiée. Mais ce match... J'allais dire dans le trou, Diaba, parce que 5-1, et puis ils vont perdre à Khenchela, je crois, et leur dernier match, ils ont perdu 0-1 à Khenchela, donc ils ont perdu Garrido, l'entraîneur de l'USMA, n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans ce club, parce qu'après avoir réalisé presque 6 victoires consécutives, juste après il y a eu, si vous voulez, une dégringolade que Garrido n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à expliquer. Mais personne n'arrive à expliquer. Oui, c'est une affaire d'entraîneur maintenant. C'est à lui de trouver des solutions pour vous dire tout simplement que c'est vrai, c'est l'USMA déjà qualifié. Mais ce qu'il faut retenir hier, c'est que c'est un match important dans le mental et dans l'esprit. Parce qu'une victoire va essayer de relancer l'état d'esprit de tout à chacun. Djilali. Cette équipe de l'USMA à Riyad, elle présente 2 visages.
un visage en championnat et un visage en Coupe africaine. Donc je pense que c'est l'occasion ou jamais pour cette équipe de se transcender et de se refaire une santé et de retrouver son rythme dans la compétition locale. Je pense que la qualification est acquise, mais c'est un match du rachat, je dirais, pour cette équipe de l'USMA par rapport à ses supporters, par rapport à ses fans, et aussi pour que la confiance se réinstalle encore une fois. Donc j'aurais pu être d'accord avec vous il y a quelques mois, quand Benchicha était là et qu'il allait vers la Coupe d'Afrique et rien n'allait en championnat, on disait il y avait deux USMA, celle qui jouait le titre africain et celle qui lâchait la course en championnat. Mais là, c'est juste mon avis. Mais là, l'USMA reste sur 6 victoires sans arrêt. En fait, elle percute de plein fouet le CSC. Je crois que c'est le CSC. Hein. Le CSC et Amrani qui la fracasse d'un coup. Après vient le Paradou. Et c'est difficile de se relever d'un 5-1. Moi, j'allais vous demander comment on arrive à se sortir de ce guêpier. Avant d'arriver à se sortir de ce défi, Riyad, on retourne un petit peu en arrière. Vous avez parlé du match du CSC. Contrairement à la prestation face au Paradou et contrairement à la prestation face à Khenchla, face au CSC, l'USMA n'a pas fait un mauvais match. Ils ont même fait un match très correct. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne sais pas, vous allez me le confirmer, vous qui êtes proche un petit peu de l'USMA, ils ont promu 5 jeunes. 5 jeunes en catégorie senior, ils s'entraînent avec eux. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de les faire jouer en Afrique, ça m'étonnerait parce que la liste était donnée. Mais là, je pense que ces jeunes-là, ils vont insuffler un nouveau souffle. C'est de très bons talents. Il y a un joueur qui est parti au CSK. Absolument. La preuve que le réservoir est bon. Il a été recruté par le CSK. Ils ont parlé d'un salaire, enfin d'une prime. Je n'ai pas à citer la prime. Mais quand même, il a attiré l'attention d'un club qui joue la Champions League. C'est très important. Un grand d'Europe, le CSK. Oui, mais bien sûr. Et c'est une pépinière de jeunes. Moi, je pense que l'arrivée de ces jeunes-là dans le groupe va créer une sorte de concurrence et va pousser, entre guillemets, les anciens à se bouger ou à des guerres perdues. D'où ma question, et ce sera la dernière, comme ça on passera au championnat. Est-ce que ce match, ce sera le match et du réveil, et du sursaut, et du réglage de problèmes pour Garrido, et de la réconciliation avec les supporters qui, même si on n'a pas beaucoup aimé certaines images de supporters à l'entraînement, même si c'est vrai que les joueurs sont parfois fautifs de leur rendement, mais on ne peut pas quand même... Il y a une certaine limite. Voilà, il y a une certaine limite. Est-ce qu'ils vont se réconcilier avec les supporters? Écoutez, Riyad, par rapport aux 3 contre-performances de l'USMA ces dernières semaines, je dirais celle qui a fait le plus de mal, c'est la défaite du Paradou. Évidemment, c'est pas une défaite, c'est une humiliation. Oui. Parce que là, c'est une défaite et une humiliation. C'est ça que les supporters n'arrivent pas à admettre. Perdre contre le Paradou au 5 juillet par un score aussi large, je dirais c'est ça le... J'en rajoute un mot, Gilles, excuse-moi. Oui. Que l'USMA perde contre le Paradou, c'est pas perdre contre le Paradou, parce que le Paradou est une excellente équipe. On est d'accord sur ça. Oui. C'est l'USMA, le statut. Non, mais c'est la manière. L'USMA est une excellente équipe défensivement. Elle a pu garder ses cages vierges pendant longtemps. Non, je parlais de la réaction, Riyad. Je parlais de la réaction du public. C'est le statut, la carrure de l'USM Alger, perdre devant, allez, on va dire, une jeune équipe en première division, et par quel score? Un score humiliant. C'est ça ce que les supporters n'ont pas accepté. Mais si on prend les effectifs comparativement, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Donc revenons maintenant au match de la Coupe d'Afrique. Je dirais que c'est une opportunité pour cette équipe de l'USMA de se repositionner et de prendre un nouveau départ. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. On va rester avec le foot, on va revenir chez nous maintenant pour parler de la 18e journée de championnat. Place à la Ligue 1. Jingle. Alors, le CRB ne joue pas et l'USMA ne joue pas. Vous le savez pourquoi, on vient d'en parler. CRB Paradou et USMA Sétif sont reportés pour les 6 autres matchs. On regarde la présentation.
Sa victoire samedi dernier au stade du 5 juillet aux dépens du CS Constantine, le Mouloudia d'Alger, premier avec 39 points, sera face à un véritable test lors de cette journée en allant défier El Bayad sur son terrain. Le Mouloudia local a pris 19 points sur 24 possibles. Le leader, qui aspire à creuser l'écart en tête, devra faire face à une équipe qui doit se relever après l'élimination lundi dernier à domicile face à Mechria au tir au but en Coupe d'Algérie. Le CS Constantine, 4e, devra oublier sa défaite face aux doyens. Il aura une belle occasion de se racheter devant son public en accueillant l'AS Ochlef, le 12e, dans un match qui devrait revenir a priori aux locaux. Les joueurs de l'entraîneur Amrani devront se méfier d'une équipe chérifienne qui espère poursuivre son redressement, elle qui reste sur une série de 3 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. La JSK et Khenchla, qui se partagent la 6e place en compagnie de l'USMA d'Alger, avec 26 points chacun, s'affronteront au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou, où chacune des deux équipes vise à confirmer. La JSK invaincue lors des 4 derniers matchs aura à cœur d'enchaîner un autre bon résultat face à Khenchla, qui de son côté effectuera le déplacement à la ville des Genêts pour frapper un bon coup et confirmer son dernier succès devant l'USMA d'Alger. L'US Biskra, le 9e, stoppé net dans son élan après sa défaite chez la Lanterne Rouge. L'US Souf, 2-0, n'aura plus droit à l'erreur face à Magala, le 17e, dans l'objectif de rejoindre la première partie du tableau. Dans la course au maintien, le Moulier d'Oran ne doit pas rater son duel face à Souf dans un véritable choc à 6 points entre deux équipes qui luttent pour leur survie. Enfin, le S Ben Aknoun, premier relégable, 15e, jouera un match piège à domicile face à la JS Saoura, d'autant que la formation de Béchar souffle le chaud et le froid depuis le début de saison. La séance ping-pong, Fatah, vous ne pouvez pas y échapper. Absolument, et je commencerai tout de suite par Djilali Touzi, l'US Biskra. L'US Biskra qui a perdu devant la Lanterne Rouge, qui l'eût cru? Ils ont perdu à Souf et qui reçoit le NCM Gala, donc pour eux c'est un match de rachat. Je dirais que c'est un match qui reste indécis, un match compliqué pour les deux équipes. Cette équipe de Magara qui, en dehors de ses bases, elle pose énormément de problèmes aux équipes qui reçoivent. Donc, surtout avec cette équipe de Biskra qui a perdu le dernier match contre la Lanterne Rouge. Donc, attention à cette équipe de Magara et le match nul pourrait être présent. Et c'est un match qui se jouera à huis clos. L'US Ben Aknoun Ahmed Aribi, après plusieurs matchs nuls, a chuté à Oran. Ils reçoivent la JS Saoura, comme le disait Riyad dans son VTR, qui souffle le chaud et le froid. Oui, c'est un match très compliqué pour les deux équipes parce que quand on prend le SBA, Ben Aknoun, ça fait quelques matchs qu'elle est arrivée. Elle ne gagne pas, mais elle ne perd pas aussi. Il faut le souligner. C'est une équipe qui a fait presque 3 ou 4 nuls. C'est intéressant pour Bilal Zeri, pour les joueurs. Et puis demain, contre la JS Saoura aussi qui est à la peine. Donc c'est un match très compliqué pour les deux équipes. On ira un petit peu plus vite cette fois-ci à partir du samedi. Donc la JS Kabylie, une très belle partie face au Parado Athletic Club et qui reçoit le Saint-Khenchla Gilel. C'est un match, il ne faut pas oublier que cette équipe de la JSK elle s'est métamorphosée depuis l'arrivée de Aïd Joudi. Donc elle a cette opportunité à domicile de confirmer ses derniers bons résultats. Mais attention à cette équipe de Khenchla qui est capable du pire comme du meilleur. Ahmed Aribi, le tortionnaire de toutes les équipes, de tous les grands, le MC El Bayed, la belle équipe du MC El Bayed qui reçoit le leader, c'est l'affiche. Vous aurez l'occasion de voir ce match sur Canal Algérie, n'est-ce pas? Commenté par notre ami Djilali. Par Djilali et Sidi Ahmed Bouraïm et aussi sur la chaîne nationale. Donc le MC El Bayed reçoit le leader. Oui, c'est un match, pour moi c'est une affiche, mais il me semble qu'en face c'est une équipe qui a des individualités, je parle de Mouloudia, donc pour moi c'est un match indécis et donner un pronostic c'est un peu compliqué. D'accord, donc il se mouille pas Ahmed Aribi. Le Mouloudia d'Oran, qui semble se réveiller, reçoit la Lanterne Rouge l'US Souf. C'est une opportunité pour cette équipe du MCO pour qu'elle confirme aussi le bon résultat ramené de Béchar. Mais attention à cette équipe de Souf qui n'a rien à perdre. C'est une équipe joueuse qui ne ferme pas le jeu. Mais attention, je dirais que ça peut être un match piège. Le CS Constantine Ahmed Aribi qui reçoit l'ASO. CS Constantine défait par le leader la semaine passée qui reçoit l'ASO. L'ASO, je me répéterai encore une fois, il souffle le chaud et le froid. C'est une belle équipe mais qui n'arrive pas à le montrer cette saison. Mais il y a un petit détail qu'on oublie juste, je rajoute un petit piment dans ce match, c'est Amrani qui retrouve son équipe de cœur avec laquelle il a gagné la coupe. On a bien vu, Riyad. Oui, ce match aussi est un peu compliqué, mais je pense que la prestation individuelle et collective du CSC face au Mouloudia
Donc même Amrani a dit que j'ai pas reconnu mes joueurs. En face, c'est une équipe qui a enfin gagné avec Sherif Hadjar. Donc attention, l'ASO peut faire quelque chose. Et les deux autres matchs reportés, c'est le CR Belouizdad face au Parado Athletic Club et l'USAM Alger qui devait recevoir l'entente de Sétif. Bien sûr, pour raison de compétition africaine, ces deux matchs ne se joueront pas pour ce week-end-là. Donc la 18e journée sera amputée de ces deux matchs-là, Riyad. Avant de parler de foot féminin, vous vouliez rajouter une précision sur comment l'USMA pourrait se relever. Oui, moi je pense qu'il faudrait... Solution, je veux dire, une solution. Une des solutions que doit trouver non seulement l'entraîneur, Garrido, mais aussi les responsables. Le premier responsable, c'est-à-dire le président, c'est mettre à l'écart les joueurs pour se concentrer pour le match africain. Donc il faudrait les mettre à l'écart de tous ces problèmes pour pouvoir se concentrer à ce match. Et je pense que concernant les supporters, vous savez, on se connaît, nous Algériens, on connaît nos supporters. Ils vont gagner, ils vont se retrouver. La solution, c'est la victoire. C'est la victoire. Et puis vous le rappelez tout à l'heure, Fatah, le match de l'USMA face à Benghazi, c'est à huis clos. Hein. C'est à huis clos, c'est l'équipe de Benghazi qui est suspendue par la CAF à cause de fumigène. Jeu de fumigène, c'était face au futur de FC Futur. Oui. FC Futur d'Égypte. Voilà donc pour la Ligue 1, messieurs. Maintenant, on a vu le tableau tout à l'heure. Maintenant, place aux équipes nationales, puisqu'on va parler de foot féminin. Jingle, équipe nationale. Alors, l'entraîneur national des féminines prépare donc une double confrontation, Ahmed face au Burkina. Et il a accordé à la presse ce matin un point de presse ou une conférence où il est revenu notamment sur la rencontre et il a donné un petit peu son avis sur le niveau de son équipe et l'équipe du Burkina Faso. D'abord, on va écouter un premier avis de Faïd Benstiti à propos de cette équipe du Burkina et de la double confrontation. On l'écoute. Il est en conférence de presse et Sidi Ahmed Bourlab était présent. On nous a trouvé le Burkina Faso, 2 matchs, donc ça c'est super important pour nous de pouvoir encore préparer cette CAN, en effet, comme vous le dites, à travers aussi des matchs amicaux, et puis aussi sur des équipes africaines que l'on va certainement sensiblement retrouver pendant la CAN, et le Burkina Faso ressemble un petit peu au Mali, ressemble à certaines équipes de cette CAN. Donc le style et l'approche de nos 2 matchs, de nos 2 confrontations ici et à Mandela, va me permettre aussi d'évaluer à la fois les joueuses de base qui ont déjà effectué pratiquement toute la qualification, et puis les jeunes joueuses qui vont nous permettre de pouvoir aussi se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir, ça veut dire se projeter dans la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça la préparation. On va l'écouter sur le niveau africain, parce que c'est ça la CAN qui ne nous réussit pas. D'ailleurs, quand on se qualifie, ça ne nous réussit pas. On revient pour en parler du foot féminin. On va écouter Ben City cette fois-ci sur le niveau du foot africain féminin. Il y a des équipes qui ont beaucoup travaillé ces 10 dernières années, et notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria qui est classique, mais qui continue à avoir tout le temps des bonnes joueuses. Mais surtout, on a l'émergence de pays comme la Zambie, le Maroc, qui sont des équipes qui vont être très très rudes à manœuvrer. D'un point de vue athlétique, surtout, je pense que c'est là le gros progrès aussi des Africaines. C'est qu'elles ont su certainement élever leur niveau de jeu à la fois dans le profil de leurs joueuses. Par exemple, la Zambie, on voit qu'il y a des joueuses quand même d'exception. Hein. Le Nigeria, ben oui aussi, mais je crois que les équipes africaines ont beaucoup progressé, parce qu'on se rend compte que les joueuses qui aujourd'hui sont composantes des effectifs actuels des équipes seniors, on les avait retrouvées un petit peu en U20 et en U17 précédemment, donc ça veut dire que ça travaille. Dire que ça travaille. On a vu des matchs, je crois que j'ai même commenté un match de foot féminin avec vous, on a vu les Sud-Africaines, j'étais impressionné par les Ghanéennes, les Nigérianes, il y a une différence technique, Ahmed, et il y a une différence surtout, et c'est ça le grand fossé, et vous pouvez participer au débat, messieurs, c'est la différence de gabarit. C'est ça qui fait souvent basculer les matchs.
Oui, même Belstiti, dans son discours, il parle que le niveau africain dans le football féminin a énormément progressé. Oui, parce que c'est des gens qui ont travaillé, c'est des gens qui se sont frottés à de meilleures équipes. Quand on prend certains pays, ils ont des académies en U15, U17, U20 et en senior. Et puis pour parler de notre équipe nationale, donc je dirais tout simplement que après avoir assuré la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, Belstiti a convoqué 29 joueuses. Parmi les 29 joueuses, il y a 20 joueuses issues de 11 clubs français. Il y a Le Havre, il y a Metz, il y a Nantes, il y a FC Fleury, il y a Rodez Aveyron, il y a Thonon-Evian, il y a OGC Nice, il y a Puy-Foot, il y a Girondins de Bordeaux, l'OL Lyon et Le Mans. Et puis il y a 6 joueuses locales qui sont du championnat algérien. Elles jouent à Arkbou, à Relizane, à Alger Centre. Et puis il y a 3 joueuses qui sont du championnat local algérien, mais qui sont allées jouer dans des pays du Golfe, a priori en Arabie Saoudite. Ah, il y a du foot féminin en Arabie Saoudite? Oui, c'est le foot féminin en Arabie Saoudite est plein de progression. En essor, oui. En essor, voilà, oui. Maintenant, pour ce regroupement, moi j'ai toujours été un adepte des regroupements qui se terminent avec 1 ou 2 matchs, parce que là vous pouvez mettre si vous voulez... Vous évaluez votre stage. Absolument, parce que quand on fait un regroupement sans match, ça veut dire que c'est pas intéressant pour moi. Donc il y a une double confrontation. La première va se jouer le 24 à Sidi Moussa, la deuxième le 27 à Nelson Mandela. Donc là, Belstiti va essayer de mettre en application certains schémas tactiques, parce qu'il y a certaines joueuses qui viennent dans la sélection. Maintenant, c'est une affaire de Belstiti de pouvoir mettre en place une équipe compétitive avec beaucoup de rebonds et beaucoup de tournois, s'il y a possibilité de les faire jouer. Voilà, messieurs, c'est Monsieur Foot Féminin de la télé, vous avez des questions? Donc, moi, je voudrais rebondir sur le discours de Belstiti, entraîneur national des filles. Je le trouve très franc. Pourquoi? D'une part, il parle de travail méthodologique entre ces dires-là, par rapport au profil des joueurs, par rapport au pays. Quel profil de la femme qui fait du football dans un pays précis? Là, il faudrait bien préciser, parce que la qualité du travail, l'orientation du travail, il se projette aussi. Quant à dire qu'il y a d'autres objectifs à l'avenir, ça veut dire qu'il lui faut du temps pour avoir le profil. Il faut du temps, on est loin. Il faut du temps déjà pour se mettre au niveau africain et pour rêver de la Coupe du Monde qui sera dans un autre deuxième temps. Mais il parle beaucoup plus de la qualité du travail. Beaucoup d'entraîneurs se disent que nous allons faire un travail, mais le travail de qualité par rapport au profil de la joueuse algérienne, c'est très difficile de le trouver. D'abord, il faut définir ce profil. D'un côté. D'un autre côté, il me rappelle la théorie de Gujabanovski, c'est de compenser des qualités par d'autres. Quand on n'a pas le gabarit, on compense par la vivacité, et ainsi de suite. Alors, oui, Djelali. Pour résumer, en quelque sorte, je ne dirais pas juste une phrase, c'est qu'on est en train de se pencher sérieusement sur le football féminin, c'est une bonne chose. Et il y a un travail qui est en train de se faire, moyen et long terme, donc un travail dans la continuité. Donc c'est très, très, très important pour le développement du football. Ça aussi, Sadil en a parlé dans sa présentation foot féminin, parce que c'est un des grands chantiers de la FIFA depuis quelques années. Et juste pour terminer, avant de passer à la Ligue 2, Ahmed, on parlait de la différence entre un technicien et un entraîneur et un sélectionneur de femmes footballeuses et hommes footballeurs. C'est très différent. La psychologie et la morphologie, la mentalité d'un homme et d'une femme, on n'est pas sexiste du tout, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, pour rendre performant un homme footballeur et pour rendre performant une femme footballeur, il faut un certain savoir-faire. Un certain savoir-faire, parce que l'approche est totalement différente. Vous avez utilisé la femme footballeuse, parce que pour entraîner une jeune fille qui arrive dans le football à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, il lui faut quelqu'un qui connaît d'abord les étapes de croissance. Et puis, entraîner une fille, c'est totalement différent par rapport à un garçon, tout simplement, dans l'approche, dans la communication, dans les mots sensibles que vous devriez utiliser envers la femme footballeuse, parce que
Il y a des moments où la femme footballeuse ne connaît pas le football. Donc c'est à vous de lui faire comprendre ce que c'est le football, comment elle va jouer au football. Tout à l'heure, on parlait de la qualité du travail, de la qualité du contenu de la séance. Tout ça fait que la fille, quand elle vient, si elle a un staff conséquent, si elle a un staff compétent, c'est une fille qui va jouer dans le football. Allez, moi je vais aller plus loin. J'ai écouté une interview de Hervé Renard. Je crois que c'était avant le championnat du monde. Il est entraîneur de l'équipe de France féminine qui va jouer les Jeux Olympiques. Et il avait parlé de certaines joueuses stars à qui il a aménagé un emploi du temps particulier et des entraînements particuliers, tout simplement parce qu'il y en a une qui était maman, il y en a une qui allaitait. Oui, ce sont des réalités. Et donc, il y a comme ça des compensations pour que la femme soit équilibrée, qu'elle donne le meilleur d'elle-même. C'est toute la complexité de ce football féminin, parce que vous avez utilisé le mot juste, la femme footballeuse, parce que dans quelques années, la joueuse, elle va disparaître, il ne reste que la femme. Maintenant, Hervé Renard, quand il parle de ça, quand vous avez une maman qui a 1 ou 2 enfants à sa charge, et c'est pas comme une joueuse qui n'a pas d'enfant. Absolument, voilà. tout à fait. Et qui a tout son temps pour s'entraîner. Donc même au niveau de la communication, c'est totalement différent. Messieurs, il y a aussi dit l'ex-sélectionneur des U20 algériens. Ben oui, c'est pour ça que pour moi c'est une autorité. Oui, il y a même le côté physiologique. Je vous donne un exemple très clair. Parfois, la femme ne doit pas faire, par exemple, du renforcement abdominal dans certaines périodes. Tu rigoles. Beaucoup d'entraîneurs, malheureusement, ne le savent pas et ne communiquent pas assez. Donc, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement la communication. C'est pour ça que je vous dis, entraîner des femmes footballeuses, c'est un métier. Absolument. Non, mais dans notre culture, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et Ahmed peut-être va confirmer ce que je dis. Je ne vais pas tarder, Riyad, c'est juste 2 mots. Il faut dans le staff, il faut un entraîneur, mais il faut une femme dans le staff. Oui, oui. Ah oui, la FIFA a toujours œuvré dans ce sens, mais si vous prenez la totalité des entraîneurs du foot féminin dans le monde entier, je dis bien dans le monde, c'est des hommes. Mais la FIFA a toujours dit qu'il faut faire accompagner les femmes. Tout à fait. Oui, parce que entraîner les femmes, c'est pas facile. Djilali, pour terminer, comme ça on passe à la Ligue 2. Indépendamment du volet technique, tactique et physique, il y a aussi un aspect très important, c'est l'aspect émotionnel et l'aspect psychologique. Comme très important chez les femmes, c'est comme aussi les joueurs, les jeunes catégories. Des U17 ou des U16 dans une grande compétition, leurs émotions sont plus fortes que pour un adulte qui peut gérer encore ses émotions. Ça joue beaucoup sur les sensibilités. Très intéressant, j'espère qu'on aura Belstiti un jour sur notre plateau. On parlera de son travail avec l'équipe nationale. Voilà donc pour les féminines. Place à la Ligue 2, jingle. Présentation donc de cette journée de Ligue 2 et on va écouter notre ami Sami Achichou. Dans le groupe Centre-Ouest, le leader RC Kuba se déplacera à Mostaganem pour affronter l'UIDET 6e au classement, avec l'intention de revenir avec les 3 points de la victoire qui lui permettraient de creuser l'écart sur ses poursuivants au classement. Le Dauphin, l'US Mostaganem lui aussi, évoluera hors de ses bases en se rendant à Béchar pour affronter la JS Abedla 16e au classement. La JS Mascara, 3e au classement, accueillera de son côté le RC Larba qui reste sur un nul lors du dernier match, alors que la JSM Tirat aura un match difficile loin de ses terres face au CR Moshint, 4e de ce groupe. Dans le groupe 113, le leader incontesté, l'Olympique Arbou, se déplacera à Naba pour y affronter l'USMBA, alors que le Dauphin MCP Batna, qui reste sur une belle victoire lors de son dernier match, recevra l'USM Harrach. Le choc de cette journée entre le MOC Constantine qui sera en appel à Batna pour affronter le CAB, une équipe très en forme. La JS Borjmnail recevra Sol Ghazlan, 14e au classement général. Le tableau complet de cette Ligue 2 dans les 2 groupes de cette 17e journée de Ligue 2. On va regarder les tableaux. Le leader Riyad qui se déplace à Mostaganem, le RC Kuba qui va se déplacer à Mostaganem pour un match très important. Il va être reçu par le WAM Mostaganem, l'équipe du RC Kuba qui s'est renforcée avec l'arrivée d'un buteur, Boulaouidet. C'est de bon augure pour cette équipe du RC Kuba. Et on va voir donc le tableau du groupe Centre-Est avec le leader pour l'instant dans le Centre-Ouest, c'est Arbo, le club où sévissent les femmes. Il y a un très bon club féminin à Arbo, mais il y a une très bonne équipe d'Arbo chez les garçons qui monte. On regarde le tableau du Centre-Est tout de suite. Alors on va me dire si on a le tableau.
Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc je rappelle pour le groupe Centre-Ouest, Azmo Meshria, Wam Mosta RC Kuba, Koléa Nehdi du Sendé, certes Mouchen GSM Tiaret, OMD Ascaf, Remis Meliana, GSRIR ES Mostaganem, l'autre club, et Wetzli Boufarik, Mascara, l'Elba. Voilà donc les tableaux. Alors on va rester dans le football avec un reportage que nous allons vous proposer cette semaine. Un reportage qu'a réalisé pour nous Sid Ahmed Bouraïb sur un petit club, club sportif Oulaes, Douera, l'association sportive de Douera, où il y a des jeunes encadreurs. Il y a normalement, ils ont comme entraîneur, rappelez-moi l'ancien grand gardien de Mouloudia, c'est son fils. C'est son fils, Aït Mohoub, qui s'occupe de ces garçons. Allez, on va regarder ce reportage et on revient. Avec ses 75 joueurs qui évoluent en U15, U17 et U19, l'AS Douera est l'une des rares équipes qui met l'accent sur les jeunes catégories. C'est nouveau. C'est en 2018. C'est-à-dire عطينا له طبعا بارابور المولوديه. c'est-à-dire درنا لا كرياسيون تاعو في المولود. مولود 2018. شو اللي في لي 3 كاتيجوري عندنا سورتو لي يو 17 اللي كيما العام اللي فات لاني باسي كلاساو دوزيام مي داروا باركور دان شامبيون ابري لا تروازيام بون لا ديرنيير ديفات تاعنا كانت في لا تروازيام جورني ومن بعد اونشينينا 14 فيكتوار و 2 نول بون عندي 7 سنين اللي جيت الكلوب كنت صغير جينا نخدموا معاه الحمد لله عندنا جروب ملي كنا صغار نخدموا كيف الحمد لله انا نلعبوا ما شاء الله ليكيب ما شاء الله لونترينور كل حاجه والحمد لله رانا معاها وان شاء الله نزيدوا نروحوا بعيد لي ماتش اللي لعبناهم كاع الاولين مازال ما بينتش روحي مليح باسكو مازال ما طاحش افون سونتر مليح باسكو لعب ستوبر مازال ما طاحش في افون سونتر مليح والحمد لله رانا معاها وان شاء الله نروحوا بعيد تسير جدا رائعه مع مدرب رائع مع اصدقاء رائعين. Les joueurs partagent leur temps entre le sport et les études. الحمد لله كما يقول لك في وقت قرايه وفي وقت سبور عندك التوقيت تاعك تقسمه الحمد لله في الايام الاسبوع الحمد لله ما عنديش مشكله انا تاع قرايه في الدار داير منظم وقت نقرا انا كطريان سياح ثم نخليها كي نولي من داك نقرا ونروح نرقد ونوض غدوه صباح من داك ثاني نزيد نقرا وهذه Le rêve de devenir un très grand joueur est omniprésent. جهة العمل والخدمة فالإنسان ما يعرفش يلقى حوايج واحد أخرى. الحمد لله يا رب نتمنى النجاح. كثير أنا حابب نولي لاعب كرة قدم إن شاء الله في فريق ريال مدريد. إن شاء الله. شويه السلطات يشوفوا لينا ماشي غير حنا ستادير السبور سيرتو هنا في دويره ناسيينو ما عندناش الدعم هذه دونك تلونسي ان ميساج للسلطات تهلاو في هاد الدراري حنا معليش حنا لعبنا وتجوزنا واش الاخر هاد الدراري حنا ماذا بينا يعاونوهم. Voilà, nous, on ne les a pas oubliés, hein, les jeunes de Douala. On s'excuse pour la qualité du son et on s'excuse auprès des enfants qui étaient au micro de Sid Ahmed Bouraïb. Vous avez vu ces enfants? Eh bien, un parmi eux, il y a quelques années, c'était lui, c'était Djilali Touzi qui a fait toute sa carrière de footballeur au club de Douala. On appelle le Djinah Al-Akhdar de Douala, il est créé en 1947. Donc j'ai fait toutes mes catégories là-bas, du minime jusqu'en senior. Voilà, on a entendu l'appel de Aït Mohoub qui a dit qu'il faudrait se pencher un peu pour ce club. Pour l'histoire, j'espère que je ne me trompe pas, il y a le GS du Douala, vous pouvez me confirmer Djilali,
Elle a été entraînée par l'ancien joueur du CRB, Mohamed Madani, qui est décédé, avec lequel j'ai joué. On a joué ensemble. Alors on va aller très vite pour arriver à la chronique. Vous parliez de perte. On présente nos condoléances à M. Koussa, qui a perdu son épouse. C'était hier. Et puis également nos condoléances à la maman de l'entraîneur des gardiens de la JSK, Omar Hamned. On présente nos condoléances à la famille Hamned. Et à la famille Bibi de Djidjel, l'épouse, la veuve de l'ex-président Mohamed Bibi, qui est décédé ça fait quelques semaines, son épouse est décédée aujourd'hui à Djidjel aussi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toutes nos condoléances à leur famille. Voilà, donc rapidement, on va commencer par le handball. Jingle handball pour le programme. Le handball avec la 14e journée de l'excellence messieurs dans le groupe A. Les matchs se dérouleront demain vendredi avec Ain Touta Mouloudia de Saïda, Zirot Youssef Annaba, Wurgla El Biar, CRB Mila l'Olympique El Oued, US Constantine MP Batna et Arze face à Marnia. On va passer à l'autre groupe maintenant, le groupe centre, plutôt le groupe B. On va voir le tableau tout de suite. À partir de 15h. Alors, Barika, Skigda, Borj Bouariri, Mouldia d'Alger, Belmond Raïs, Wetlilat, Chulrom Eid, Metlili, Mouloudia d'Alger, je le disais donc, Sonelgaz et Saura, Borj Bouariri. On va passer maintenant au basketball, jingle basketball. Allez-y, Fatah. Et donc, National 1 Dame, Play-Off, Play-Down, programme de la 4e journée. Play-Off vendredi, le MTC TIF qui joue le GS Consider à 15h, le GF Kuba qui joue le Mouloudia d'Alger à 15h et le Ruiba CB qui joue le Hussein Marine à 17h. Pour les Play-Down, le vendredi, le SM Alger qui joue le RC Borj Bouariri à 15h, le CR Ali Menjli qui joue le NB Stawali à 15h et enfin le samedi, le SB Béjaïa qui joue l'USA Batna à 15h. Rapidement, avec le volleyball, jingle volleyball. Je fais l'ouest. Alors, volleyball national 1, messieurs, programme de la 13e journée. Le groupe centre-est vendredi, l'OM Kalmilia joue le NRB Borj Bouariri à 16h, le Estejnent face au ES Alma à 16h, Ain Azel qui reçoit l'Olympique de Ain Lila à 16h30, le SCTIF qui reçoit la JM Batna à 17h, JS Ouled Adouane face au MB Béjaïa à 17h. C'était pour le groupe centre-est. Pour le groupe centre-est, toujours vendredi. Centre-ouest, vous voulez dire? Centre-Ouest, pardon. RC Msila face à Batewa à 17h. 17h toujours. Pok Chelef Olympique Luxor, 17h30, RM Arze face à l'ASV Blida. Et puis samedi, Messelmoul face à la GSB Iram à 16h. Mouloudia d'Alger, Ouad Tlemcen, ce sera à 18h. On va me dire si on a le temps pour le Money Time de dernière minute pour Badroub El Hadjouja. Est-ce qu'on peut voler 2 ou 3 minutes, Farid? On va me le dire tout de suite. Allez, on y va pour le Money Time avec le renforcement musculaire. C'est ça, Riyad. Donc le renforcement musculaire ou le travail musculaire avec charge, je spécifie avec charge en salle ou en plein air, débute très tôt, contrairement à ce qu'on pensait avant et l'ancienne théorie qui disait qu'il y a une influence négative sur l'hormone de croissance. On vous a déjà mis la courbe du muscle. Effectivement, donc il s'est avéré que c'est faux, donc on peut débuter très tôt. Il y a 3 exigences par contre méthodologiques pour débuter le renforcement musculaire avec les charges et chez les jeunes. 1. Pas de charge additionnelle. 2. Pas d'exercice ou de mouvement en déplacement, pas de charge, et 3, pas de charge qui dépasse le poids du corps du jeune sportif. Ce sont les exigences pour débuter le travail musculaire avec charge chez le jeune. Aussi, l'apprentissage technique des mouvements de musculation doit débuter avant et sans charge. Avant de travailler avec les charges, il faudrait, rappelez-vous, dans le temps, nos entraîneurs nous mettaient des bâtons, de balais, etc., pour apprendre la technique, la véritable technique, avant de passer aux petites charges. Donc il faut passer progressivement. Ce qui est très important, malheureusement négligé
par nos sportifs en athlétisme, en football ou autres disciplines, c'est le renforcement tendineux, ligamentaire et articulaire avant de renforcer le muscle lui-même. Exemple, on le voit par exemple sur la photo là, ce qui est en gris ou blanc, si vous pouvez remettre la photo s'il vous plaît, ce sont les tendons. C'est ça, docteur? Alors, il reste rapidement, est-ce qu'on peut conclure parce qu'on est hors antenne pratiquement. Ok, donc il faut renforcer les ligaments, les articulations et les tendons avant de renforcer le muscle lui-même. Merci, désolé de vous avoir coupé, mais on va en parler de ça. Merci messieurs, merci Ahmed, merci Djilali, merci Fatah et merci Badrou, même si on a un petit écourté votre Money Time. J'espère qu'on sera plus long la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, bon week-end à tous et à jeudi prochain. Thank you.